1, 2, 3. Ok, donc bonsoir. Donc comme le disait Antoine, on est content de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. On y est depuis quelques mois et c'est une des premières présentations qu'on fait ici. Et ce soir, on va vous parler avec Louis de notre métier, les tests d'intrusion, et principalement les tests d'intrusion web. Donc, en premier lieu, on va se présenter notre société pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va faire un rappel sur les tests d'intrusion, puisqu'il y a peu de gens a priori qui travaillent dans la sécurité, donc c'est peut-être pas précis pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment on rend service aux entreprises en assurant leur sécurité, en évaluant leur sécurité. On va ensuite parler des défauts de sécurité courants. On va pour cela aborder le classement de l'OWASP. On va y revenir, c'est un classement des vulnérabilités web les plus courantes. Et on va faire le comparatif avec notre classement des vulnérabilités web, c'est-à-dire les vulnérabilités qu'on remarque le plus couramment durant nos tests d'intrusion. Et on fera une démo aussi, enfin plusieurs démos même, d'un test d'intrusion. En fait, on va simuler un petit test d'intrusion sur une interface qui a été développée maison. Et enfin, on terminera sur des préconisations pour donner les grandes lignes de sécurité à ceux qui se lancent dans un projet web, que ce soit un projet de société ou un projet de site web. Donc en premier lieu, AlgoSecure, nous on est un cabinet lyonnais spécialisé dans la sécurité informatique. On fait que ça, on ne fait pas spécialement de développement. On fait uniquement de la sécurité et on a une équipe hautement qualifiée. Donc on a tous un background en sécurité ou en développement ou en administration système. On participe beaucoup à des conférences et des challenges pour se former à la sécurité. Notamment, on va participer à la Hack in Paris pour faire des formations là-bas. Donc c'est toujours un point qui est intéressant. On a principalement des activités de conseil et d'accompagnement. Donc conseil, c'est-à-dire principalement les audits qu'on va présenter. Et l'accompagnement SSI, où on a des personnes qui sont déléguées chez nos clients pour des missions plus ou moins longues de conseil en sécurité. L'un des points qu'on met en avant, c'est notre indépendance. On est indépendant vis-à-vis des éditeurs. On ne va pas forcément pousser un éditeur particulier chez nos clients. On fait toujours au mieux en fonction de la situation du client. Et on forme également des collaborateurs techniques. On ne fait pas uniquement de l'audit. On forme des collaborateurs techniques et non techniques à la sécurité, notamment via de la sensibilisation. Pour terminer, on fait également des prestations d'investigation numérique. À ce titre, on est une des rares sociétés sur la région lyonnaise qui a une certification pour pouvoir mener des investigations qui pourront servir à récolter des preuves dans le cadre à finalité judiciaire. Si vous souhaitez porter plainte lors d'un incident de sécurité, on peut vous aider à récolter les preuves de manière admissible dans un tribunal. Donc les tests d'intrusion, qu'est-ce que c'est? L'objectif d'un test d'intrusion, c'est d'évaluer une partie du système d'information d'un client, d'évaluer la sécurité. Donc la partie du système d'information, ça peut être une plage d'adresse IP, donc sur Internet ou en interne. Ça peut être un audit mobile, un site web, un réseau LAN, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle réseau LAN, c'est le réseau interne d'une entreprise. Ou également, on a aussi des ICS SCADA, c'est-à-dire des systèmes industriels. Nous, ce dont on va parler ce soir, c'est uniquement les tests d'intrusion web qu'on va vous présenter à travers les différentes diapos. Nous, on se place en fait dans la peau d'un attaquant. Donc, on a vraiment le comportement d'un attaquant et on peut avoir différents profils de base. Donc, le premier profil, en fait, c'est un attaquant qui ne connaît rien à la société, qui découvre le site internet ou qui découvre la plage d'adresse IP d'une société. Et c'est ce qu'on appelle en boîte noire. Il n'a aucune information. Ça, c'est le premier profil qu'on peut adopter. Le deuxième profil, c'est le profil d'un attaquant qui a déjà un compte utilisateur. Donc, soit qui est un utilisateur des services de la société, soit qui est un attaquant qui a commencé par ici et qui a réussi à récupérer des identifiants utilisateurs. Parfois, il a également un résumé technique de l'architecture du système qui est audité. Et un troisième profil qui est un petit peu moins courant, c'est le profil boîte blanche, où là, on se place dans un pot d'un attaquant qui est un administrateur des systèmes, et donc il y a déjà plus de privilèges qu'un attaquant de base, parfois qui a le code source de l'application qu'on teste. Et en fait, tout ça, on le définit avec le client, en fait, selon la menace dont il souhaite évaluer la probabilité.
Les objectifs pour une entreprise, alors la première chose, c'est de sensibiliser les acteurs de l'entreprise à la sécurité, parce que souvent, la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte dans le cadre des activités. Et faire un audit, ça permet de sensibiliser les équipes techniques principalement. Gagner en compétences, on aide les entreprises à gagner en compétences dans le sens où on ne se contente pas de faire l'audit et de leur dire il faut faire ci ou ça. On cherche également à les accompagner et à faire en sorte que les entreprises comprennent les défauts de sécurité. On va y revenir. L'objectif également, c'est de mesurer l'efficacité des mesures en place, parce que même si vous mettez des produits, même si vous faites un développement sécurisé, on ne peut pas vraiment savoir quel est le niveau de sécurité résultant si on ne l'a pas testé au moins une fois dans la peau d'un attaquant. Donc c'est un des objectifs principaux. Et également, ça peut servir pour une société à rassurer ses clients, à dire on a fait tout ce qu'il fallait au niveau sécurité, on s'est fait auditer par des gens qui étaient compétents dans le domaine et qui se sont placés dans la peau d'un attaquant. Ils nous ont aidés à corriger les failles et maintenant on a un niveau de sécurité qui est satisfaisant. Donc comment on se comporte quand on fait un audit? Déjà on se comporte vraiment comme un attaquant le ferait. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a quelques limites dans le sens où on va chercher à mettre la pagaille dans le système du client, on ne veut pas faire de dégâts, mais si on trouve des défauts de sécurité, si on essaye de les exploiter et on regarde jusqu'où on peut aller. Généralement, on définit un objectif avec le client qui va être de récupérer des fichiers sensibles, qui va être de devenir administrateur d'un système. Et on fait tout ce qu'il faut pour accéder à cet objectif sans bien sûr faire des dégâts sur le système du client. J'en parlais, il faut faire en sorte que le client se sente accompagné. On n'est vraiment pas là pour juger le client, on est vraiment là pour l'accompagner, faire en sorte qu'il comprenne ce qu'on va lui dire, qu'il comprenne comment nous on a fait, comment on s'est comporté durant notre audit, comment un attaquant pourrait se comporter, et pour qu'il puisse avoir cette approche par la suite d'imaginer qu'est-ce qu'un attaquant pourrait être en mesure de faire avec les données. Donc les différentes phases d'un test d'intrusion, donc je vais vous les présenter. C'est également les phases qu'on va suivre quand on fera la démonstration. On va vraiment se comporter comme on fait lors d'un audit. Et donc vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne en pratique. Donc la première phase, c'est la phase de reconnaissance où là, on va chercher à récupérer des informations sur les systèmes des clients. Donc typiquement, on va récupérer des informations sur les logiciels qui sont utilisés, sur les adresses email qui pourraient traîner par rapport aux clients sur Internet. Les adresses email qu'on pourrait récupérer, ça pourrait être des comptes valides sur les systèmes des clients. Ensuite, donc cette première phase se déroule sans toucher au système des clients, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des scans intensifs, on ne va pas essayer d'exploiter des vulnérabilités à ce stade. On se renseigne vraiment sur les systèmes des clients. La deuxième phase, où là, pour le coup, on va vraiment toucher les systèmes des clients, c'est la phase d'énumération, où on va notamment essayer de découvrir tous les systèmes qui sont accessibles sur le client. Donc dans le cas d'un audit web, c'est-à-dire parmi les adresses IP qu'on a à notre disposition, quels sont les services ouverts. Donc ça passe généralement par un scan de port. Et ensuite, on va regarder à quoi correspondent les services qui sont ouverts, qu'est-ce qu'on a derrière. Si on tombe sur des sites web, on va également trouver toutes les entrées utilisateurs du site web. On va voir où est-ce que l'attaquant en fait, pourrait interagir avec le site web pour saisir des données de manière malveillante. Une fois qu'on a accumulé beaucoup d'informations dans ces deux phases, on passe à la phase d'exploitation, où là, on va essayer d'exploiter les vulnérabilités qu'on a trouvées. Si on a trouvé des composants qui n'étaient pas à jour, si on a trouvé des points où il était possible de saisir des données, on va chercher à les exploiter. Et comme je vous disais au début, on va aller jusqu'au bout, donc c'est-à-dire sans causer de dégâts au système du client. On va chercher à exploiter les failles qu'on a pu identifier dans les deux premières phases. Une fois qu'on a passé cette phase d'exploitation, on consolide nos résultats, c'est-à-dire qu'on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a trouvé et on va appeler le client pour faire un petit débrief, pour lui dire voilà les défauts majeurs de votre système d'exploitation, enfin des systèmes audités, voilà ce qu'on a trouvé, voilà les principales failles. Et ensuite on passe à la rédaction où là on aura une partie managériale où on va expliquer à un haut niveau quelles sont les menaces qui pèsent sur les systèmes audités. Et une partie plus technique où là on va rentrer dans les détails, on va expliquer voilà comment on s'y est pris pour tirer parti des faiblesses qu'on a trouvées sur votre système, voilà comment on s'est comporté, voilà ce que ça a pu nous donner et on donne également une phase de recommandation, voilà ce qu'on vous préconise pour vous sécuriser.
Et enfin, on va présenter les informations au client, donc on va faire une restitution, généralement dans ses locaux, et pour lui présenter tout ça, pour dialoguer avec ses équipes techniques. Le dialogue avec les équipes techniques est vraiment très important, et pour lui expliquer comment il peut corriger toutes ces vulnérabilités. Voilà, donc je mentionnais, on appuie beaucoup dessus, c'est que les audits ils ne sont pas destructifs. On ne va pas faire des audits qui vont chercher à casser le site. On ne fait pas d'ailleurs de déni de service, ce n'est pas notre cœur d'activité. Il y a des services qui se montent pour tester pour la résilience d'un site face à un déni de service, mais nous, ce n'est vraiment pas notre activité. On teste vraiment les failles qui pourraient en fait compromettre les systèmes des clients ou qui pourraient compromettre les données hébergées sur les systèmes et pas la disponibilité des sites des clients. Donc l'attente des entreprises, donc c'est, je vous le disais, comprendre les menaces concrètes, donc c'est-à-dire il ne faut pas qu'on fournisse aux entreprises une liste des défauts et une liste de correctifs. Si le client n'a pas la vision de quelles sont les menaces concrètes qui pourraient peser sur son système, nous on a un petit peu échoué dans notre mission, on n'a pas réussi à lui faire comprendre en quoi ces systèmes, en quoi les défauts qu'on lui trouve peuvent lui être préjudiciables. Établir un ordre de priorité, donc ça on se base sur l'échelle de l'ANSSI, c'est une échelle qui nous permet d'évaluer la gravité des défauts, et donc pour cela on établit donc la liste des défauts qu'on a trouvés et le client peut avoir cette information sur la gravité des défauts pour pouvoir traiter en priorité les défauts les plus critiques pour son système. Savoir qui est en charge de corriger chaque défaut, ça on n'y pense pas souvent, mais quand il y a un projet informatique qui s'est fait, il y a souvent une partie hébergement, une partie développeur, une partie politique de sécurité. Et nous, on va tenter de mettre ça en avant dans nos rapports pour que le client puisse savoir, ça c'est des correctifs qui ont plutôt trait au système d'exploitation, ça c'est des correctifs qui ont plutôt trait à l'application, ou alors c'est des correctifs qui doivent être qui ont plutôt trait à la politique de sécurité de l'entreprise et qui doivent être évalués avec une vue un peu plus globale. Et également, voilà, être guidé, parfois accompagné, donc c'est-à-dire qu'on peut proposer aussi au client de l'accompagner s'il sent qu'il n'a pas les moyens de mettre en œuvre les recommandations qu'on lui fournit. On peut fournir des prestations où on va l'accompagner à corriger les défauts de sécurité. Donc, nous, ce qu'on met en avant et ce qui nous semble très important, c'est de faire une analyse manuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de lancer une liste de scanners ou une liste d'outils automatiques, on va vraiment se comporter comme un attaquant et vraiment aller fouiller à la main sur les défauts qu'on trouve. La partie managériale, la partie haut niveau avec les menaces, pour que le client comprenne vraiment quelles sont les menaces qui pèsent concrètement sur le système d'information. Avec toujours une approche pédagogique, donc c'est-à-dire on va essayer d'expliquer au client comment on a fait, on ne va pas lui dire il y a une faille ici, voilà ce que ça a permis d'obtenir, on va lui dire voilà comment on a découvert la faille, voilà comment un attaquant pourrait l'exploiter, ou comment nous on l'a exploité par rapport à un attaquant. On travaille toujours à plusieurs, on n'est jamais seul sur un audit. Travailler à plusieurs, ça nous permet d'avoir un regard différent et une approche différente par rapport aux défauts qu'on pourrait trouver. On a tous un background différent et qui peut être utile dans différentes circonstances. Et on liste également les logiciels qu'on a pu utiliser dans le rapport. Dans le cas où on a développé des scripts particuliers pour tirer parti d'une vulnérabilité, on le met au client, comme ça le client peut le rejouer sur ce système et vérifier en partie si ça a bien été corrigé. Donc on va maintenant parler du top 10 de l'OWASP. Donc comme je vous le disais, l'OWASP c'est un organisme qui en fait œuvre pour la sécurité du web. Donc ils ont un site où ils mettent beaucoup de ressources pour la sécurisation d'un site web, qui mettent aussi beaucoup de ressources pour expliquer quelles sont les failles, comment les tester et comment les corriger. Et plusieurs fois, régulièrement, disons tous les 2 ou 3 ans, cet organisme fournit un classement des failles de sécurité les plus courantes, qu'elle estime les plus courantes en fonction des tendances, entre guillemets, de ce qu'elle voit sur Internet. Et nous, on a déjà fait une présentation où on montrait les différences entre le classement de l'OWASP et notre classement à nous, donc c'est-à-dire les vulnérabilités qu'on trouve le plus fréquemment sur les systèmes de nos clients. Et du coup, on a réitéré l'expérience cette année où on va faire cette différence de classement. Donc on va pas détailler toutes les failles, mais ça c'est le classement de l'OWASP tel que vous pouvez le retrouver sur leur site internet. Il est gratuit, il est accessible par tous.
Et ça, c'est notre classement à nous. Donc, on a une différence principalement sur ces points-là. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de défauts qui ne sont pas forcément, mis en avant par le WASP, mais que nous, on trouve vraiment fréquemment chez nos clients. Donc, tous les défauts que vous voyez en gras, on va les expliquer un peu plus en détail. Et on va vous faire une démonstration également sur ces défauts-là. Donc principalement les mauvaises configurations de sécurité, mécanismes d'authentification défaillants et toutes les autres petites failles qu'on va développer dans notre démonstration. Donc c'est toujours intéressant de voir que on n'a pas le même regard que cet organisme-là, même s'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dedans, et les différences peuvent être intéressantes. Donc en premier défaut, c'est la mauvaise configuration de sécurité. Donc là, c'est ce qui touche tous les paramétrages des outils qui vont être implémentés chez les clients ou des protocoles de sécurité, notamment le HTTPS. Le HTTPS, comme vous le savez sans doute, c'est la couche qui permet d'assurer le chiffrement, donc la protection des données entre un client et les serveurs de l'entreprise. Et il ne suffit pas seulement d'implémenter le HTTPS, il faut l'implémenter correctement, sinon, la connexion risque de se faire écouter par un attaquant qui pourrait être en mesure de déchiffrer les informations à la suite d'un paramétrage trop faible. On ne va pas détailler ces défauts-là car ils sont assez techniques, mais on les signale toujours dans nos audits parce que c'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être exploitées plutôt par un attaquant qui est motivé. On a aussi des choses comme des interfaces d'administration qui sont accessibles sur Internet. Ça, c'est une mauvaise pratique, c'est un mauvais paramétrage de sécurité. Les interfaces d'administration devraient être accessibles uniquement aux administrateurs de la société. Deuxième défaut assez courant, c'est les mécanismes d'authentification défaillants. Donc là-dedans, on réunit plusieurs choses. Oui ? L'interface d'administration accessible sur Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'étais un bon attaquant, je pourrais voir ça qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça, tout à fait. Sans avoir de connexion, sans me connecter. Alors, il faudrait que vous vous connectiez au panneau d'administration, mais le fait en soi qu'il soit accessible depuis Internet, donc depuis une adresse IP ou un nom de domaine, ce n'est pas une bonne pratique puisque c'est un système qui est réservé à l'administration. Et l'administration devrait être réservée uniquement aux administrateurs et ne devrait pas être accessible aux utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si vous étiez uniquement un administrateur, ça veut dire que ce sera accessible uniquement dans un réseau fermé en local, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ça ne devrait pas être exposé sur Internet, ça devrait être limité à l'intérieur de l'entreprise. Ok, d'accord, c'est ça que... Oui. Du coup, quid justement, par exemple, des PMA qui sont sur les serveurs des sites en prod, par exemple, qui sont forcément du coup accessibles via le web. Du coup, ils sont, si je vous écoute, ils sont pas sécurisés. Disons que c'est une mauvaise... Je pense qu'un HT Access en soi, c'est pas suffisant. C'est une mauvaise pratique en fait de les laisser accessibles à des utilisateurs qui pourraient tomber dessus, des bons attaquants qui pourraient tomber dessus. Et nous, ce qu'on recommande dans ce cas-là, c'est à minima de mettre un filtrage par adresse IP s'ils doivent être accédés depuis Internet. Mais dans la majorité des cas, en fait, ces outils d'administration graphique en fait, sont là pour faciliter le travail éventuellement au début. Mais par la suite, un système, quand on veut qu'il soit bien sécurisé, nous, ce qu'on préconise, c'est de limiter l'exposition de tous les services d'administration et donc de restreindre l'administration en ligne de commande. Voilà, c'est ça. C'est un paramétrage du serveur à appliquer pour restreindre l'accès à ce genre d'interface par adresse IP. Après, cette interface-là, on a mis une capture d'écran. Elle est en premier lieu protégée par un système d'authentification par login et mot de passe. Mais bien souvent, c'est ce qu'on remarque chez beaucoup de nos clients, c'est que les systèmes ne sont pas protégés par des couples d'identifiants suffisants. Voire parfois, les mots de passe par défaut sont laissés. Donc on peut se connecter avec un admin-admin. Et ça arrive bien plus souvent qu'on peut l'imaginer. Donc ça, c'était le deuxième défaut, mauvaise configuration de sécurité. Le troisième défaut, c'est tout ce qu'on regroupe dans les mécanismes d'authentification défaillants. Donc typiquement des mots de passe qui n'ont pas été changés. Donc un attaquant qui va récupérer une liste de mots de passe courants sur Internet, qui va les essayer et le serveur va autoriser la connexion puisque les mots de passe n'auront pas été changés. Un autre exemple de mécanisme d'authentification défaillant, c'est quand le serveur indique précisément si le login qui a été essayé existe ou non. Parce que ça permet à un attaquant en fait, de resserrer de recentrer en fait, son attaque et de préciser son attaque.
Si le serveur répond avec un message, disons, laconique, par exemple, mauvais couple d'identifiant au mot de passe, on donne moins d'informations à l'attaquant et donc ça évite de faciliter les attaques d'un attaquant. Troisième défaut courant, c'est les failles cross-site scripting. Alors, on a essayé de les expliquer simplement et on repassera dessus dans la démo. Donc, le principe, en fait, c'est que vous avez un attaquant qui va pouvoir insérer dans la base de données, par exemple dans un champ commentaire, non pas uniquement du texte, coucou, je vais bien, mais qui va pouvoir insérer du code JavaScript. C'est du semi-code JavaScript. Il n'y a pas d'exploitation possible à partir de ce code-là. Donc tout ça, ça va être inséré dans la base de données et dû à un mauvais filtrage, il va être inséré tel quel, dû à un mauvais filtrage à l'insertion et dû à un mauvais filtrage lors de l'affichage, et en fait ce code va s'exécuter dans le navigateur du client à son insu, c'est-à-dire que le client aura juste à afficher par exemple la liste des commentaires qui contient un commentaire malveillant pour que le code s'exécute dans le navigateur et exécute certaines actions malveillantes. Donc un des exemples les plus courants, c'est l'envoi d'un cookie, c'est-à-dire que le code JavaScript en fait, qui a été récupéré ici récupère le cookie de l'utilisateur dans son navigateur et l'envoie à l'attaquant. Une fois en possession du cookie, si le serveur est mal sécurisé, l'attaquant peut se connecter avec le compte de l'utilisateur. Ce qui est d'autant plus grave quand l'utilisateur qui se retrouve piégé est un administrateur. Autre exemple de défaut courant, c'est une absence de contrôle d'accès. C'est-à-dire que vous avez des pages sur certains sites et certaines applications qui sont autorisées, dont l'accès est autorisé uniquement à certains utilisateurs. Par exemple, typiquement, vous faites une commande sur un site internet, vous avez une page qui permet d'afficher les détails de votre commande. Dans une situation normale, si vous essayez d'accéder à une commande qui n'est pas la vôtre, le serveur va vous répondre que la commande n'est pas à vous et va effectuer un contrôle d'accès et va vous empêcher d'accéder à la commande qui ne vous appartient pas. Dans le cas d'une situation où il y a un défaut de sécurité, lorsque l'attaquant requiert la page, le serveur lui donne accès à la commande quand bien même la commande ne lui appartient pas. Et ça, c'est dans ces cas de figure qu'on parle d'un défaut de contrôle d'accès, c'est-à-dire que l'application n'est pas faite, n'a pas été codée pour vérifier que l'utilisateur qui souhaite accéder à une page ait bien l'autorisation de le faire. Et ça, c'est également un défaut qu'on retrouve vraiment très fréquemment. Le problème d'upload de fichiers. Là, on connaît tous sur certains sites, par exemple Facebook, on peut uploader des photos ou d'autres documents. Par exemple, on peut uploader des CV. Donc, dans une situation normale, un utilisateur va uploader son CV dans un certain format et le serveur va filtrer les formats. C'est-à-dire que si le formulaire est fait pour envoyer des fichiers, un fichier de CV, le serveur va refuser des fichiers de script ou des fichiers exécutables. Dans une situation où il y a un défaut de sécurité, un attaquant pourra envoyer un script malveillant sur le serveur. Et si le serveur est mal paramétré et que l'attaquant arrive à accéder à ce fichier par la suite, il pourra récupérer ce qu'on appelle un shell, donc une ligne de commande qui permettra d'administrer le serveur. Et donc là, à partir d'un simple upload de fichiers, un attaquant pourra se retrouver administrateur du serveur et donc, c'est-à-dire voir tous les fichiers qui sont contenus sur le serveur, pouvoir supprimer, modifier des fichiers, accéder à la base de données. Ça dépend bien sûr de la configuration du serveur. Un autre exemple de faille courante qu'on retrouve, c'est les failles CSRF, Cross-Site Request Forgery. Donc ça, en fait, j'ai remis ce schéma-là parce que on a fait notre exemple d'exploitation à partir d'une XSS. Donc c'est-à-dire, si on reprend notre exemple de XSS, on a l'attaquant qui insère un contenu dans une base de données avec un code malveillant. Et quand l'administrateur va afficher la page contenant le code malveillant, ça va pouvoir effectuer une requête au serveur. Et cette requête, elle sera effectuée avec les droits de l'utilisateur connecté. Et donc, si l'utilisateur connecté est un admin, ça peut permettre d'exécuter une requête qui permet de passer un utilisateur en administrateur. Donc, dans notre cas, passer un attaquant d'un profil simple utilisateur à un profil attaquant. Et ça c'est un défaut de sécurité qui vient d'une absence de vérification d'un jeton anti-CSRF, comme on dit, qui permet d'empêcher de piéger un administrateur par ce biais. On va faire une démonstration qui sera beaucoup plus parlante sur la méthode de test d'intrusion.
Des questions jusque-là, ça vous semble clair? Peut-être une petite question. Oui. Vous avez parlé du HTTPS. Mhm. Est-ce que ça vaut le HTTPS de type gratuit qu'on trouve chez OVH, par exemple? On peut s'y fier, Oui, vous pouvez vous y fier. En fait, ça dépend surtout de la manière dont il est configuré sur le serveur. Donc, je ne connais pas en détail les services d'OVH, mais j'imagine qu'ils ont une bonne équipe d'administrateurs. Du coup, si c'est eux qui vous l'installent sur votre serveur, il y a fort à parier que ça soit une implémentation qui est bien réalisée. Après, tout dépend aussi du suivi des bonnes pratiques en sécurité et du suivi de l'évolution des standards en sécurité. C'est-à-dire que les paramètres, les protocoles qui sont utilisés pour une connexion HTTPS à un moment T, peut-être que l'année d'après, ils auront été découverts comme étant obsolètes par des chercheurs en sécurité. Parce que le coût des certificats HTTPS, moi j'ai vu de 0, enfin de gratuit chez OVH, à plus de 500 €. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés, d'autorités de certification qui abusent sur ces prix. Qui en fait ces prix ne correspondent pas à un niveau de sécurité plus élevé, ils correspondent surtout à un niveau d'assurance plus élevé. Donc bien sûr, comme dans toutes les assurances, il y a des conditions, il y a une liste très longue de conditions, donc il faut réussir à tomber dedans. Mais les autorités de certification qui vous font payer des certificats, ils vous assurent de protéger votre site à un certain montant si vous rentrez dans les conditions d'application de ce certificat. Aujourd'hui, c'est pas vraiment nécessaire de dépenser autant pour un certificat. Vous connaissez peut-être l'autorité de certification Let's Encrypt qui aujourd'hui fournit des certificats HTTPS très facilement. Nous, on n'estime pas qu'il y a, à part pour des besoins d'assurance vraiment particuliers, mais qu'il y a besoin de dépenser des 100 et des 1000 pour un certificat. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette autorité de certification, c'est de rendre le web plus sécurisé en fournissant des certificats gratuits. Je crois que c'est cela que distribue OVH de façon gratuite. D'accord. Donc, ok. Sur le site Let's Encrypt, c'est très bien documenté sur comment maintenir justement à jour le tunnel. Parti. Donc là, on commence par la phase de départ, donc c'est-à-dire l'énumération. Donc on va faire un petit scan de port sur une machine. Donc là, c'est une machine qui est située sur notre réseau interne. On se place dans la peau d'un attaquant qui a juste une adresse IP, qui sait que cette adresse IP appartient à l'organisation. Là, généralement, c'est l'organisation qui vient nous la donner. Sinon, après, on peut faire des recherches aussi sur les noms de domaine. Qui va te la donner parce qu'il te paye pour vérifier. Oui, pour vérifier, voilà. Si tu es un vrai attaquant. Si tu es un vrai attaquant, en gros, tu vas plutôt rechercher les noms de domaine, donc via des Google Docs, etc. Donc les sites, tous les sites qui existent, et derrière, tu peux retrouver l'adresse IP. Juste, c'est facile, c'est du DNS, c'est du reverse. Et donc derrière, après, tu peux récupérer les adresses IP, mais tu peux faire aussi un scan sur une URL en fait. Directement, c'est pareil. Donc c'est-à-dire vous voulez attaquer la société Toto, vous allez chercher tous les noms de domaine de la société Toto. Si vous connaissez, si vous arrivez à avoir des adresses email des gens à l'intérieur de la société Toto, vous allez essayer de les piéger pour récupérer l'adresse IP de sortie de ces utilisateurs sur Internet, comme l'adresse IP de quand vous sortez d'Internet chez vous. Donc là, la première étape, c'est l'énumération. Donc on fait un scan de port sur cette adresse IP, on trouve qu'il y a le port 80 ouvert qui correspond à du HTTP. Il aurait pu y avoir très bien d'autres ports ouverts, mais là on fait simple. Donc ça, c'est la première étape. Donc on se rend en HTTP sur cette application-là et on tombe sur une magnifique application qui a été développée par notre cher collègue, qui est un petit web market tout simple, qui va nous permettre d'illustrer les failles les plus courantes en sécurité. Donc quand on tombe sur une application web, ce qu'on essaye de faire, c'est on va essayer de rechercher tous les noms de répertoires et de fichiers courants. C'est-à-dire qu'on a généralement la même manière de noter les URL, c'est-à-dire qu'un développeur il va faire un /compte pour tout ce qui permet de gérer les comptes utilisateurs, /admin pour tout ce qui est la gestion de l'administration d'un site web, etc. Et du coup, il y a des attaquants qui ont fait des listes qui permettent d'avoir tous ces noms qui sont assez courants. Donc là, on lance un script en fait qui va interroger le serveur pour savoir si toutes les URL que vous voyez ici existent. Et chaque fois que vous avez une ligne verte, c'est un accès qui réussit, donc c'est-à-dire que ce sous-dossier existe. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le sous-dossier admin, include, JavaScript, php-admin, static et upload. Donc là, il y a déjà deux choses qui nous semblent intéressantes. C'est le /admin, donc sans doute un panneau d'administration du petit market qui a été présenté.
Et on a également l'URL /phpMyAdmin. Pour ceux qui connaissent, c'est l'outil d'ailleurs qu'on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire un outil d'administration qui est exposé sur Internet. S'agissant d'un outil qui est qui est développé, en fait, qui est développé par un développeur tout seul dans son coin, mais par une société, on va pour l'instant mettre ça de côté. On va supposer qu'il est mis à jour et on va essayer de chercher plutôt les défauts qui se trouvent sur l'application web. Donc là, Louis vient de relancer un scan, donc le même scan, pour vérifier dans le /admin quels sont les fichiers courants qui existent. Donc tout ça, c'est des erreurs, c'est-à-dire c'est des fichiers qui n'existent pas. Et on trouve le dernier fichier, ici, le /admin/users.php, qui existe. Donc on va tenter d'aller voir ce qu'il y a sur cette URL-là. Donc là, on tombe sur un panneau d'administration des utilisateurs et on constate un premier problème, c'est-à-dire que sans être connecté à l'application, on vient juste d'arriver sur l'application, on peut avoir accès à la liste des utilisateurs et des administrateurs. On a même a priori des boutons. Donc c'est déjà un premier défaut qui est un manque de contrôle d'accès. L'application n'a pas vérifié que nous étions bien connectés et que nous étions bien un administrateur et nous a donné l'accès à cette page-là. C'est déjà un premier défaut. On va essayer ces petits boutons-là pour voir ce qu'ils font et ce qui fonctionne. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a cliqué sur un bouton, ça nous emmène vers une page qui s'appelle Grand Admin, donner les droits administrateurs, ID 4. Donc nous, avec notre expérience, on imagine que cette page, elle permet de donner les droits administrateurs à l'utilisateur dont l'ID est 4. Le problème, c'est que pour l'instant, cette page ne fonctionne pas puisque le contrôle d'accès a mal été fait sur cette page ici, mais il a bien été fait sur cette page ici. C'est-à-dire que cette page grandadmin.php n'accepte pas les requêtes qui ne proviennent pas d'un administrateur. Donc notre objectif, ça va être d'essayer de faire exécuter cette requête-là par un administrateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la garde dans un coin et on va continuer d'explorer le site tranquillement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des pages de produits qui permettent notamment de poster des commentaires. Et donc, on est invité à se connecter pour pouvoir saisir des commentaires. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est de se connecter avec… là, on va tenter une attaque qui s'appelle l'injection SQL. Donc, pour essayer en fait de saisir des valeurs qui vont interagir avec la base de données pour essayer de nous donner l'accès, quand bien même on ne connaîtrait pas des identifiants. Là, Louis, en fait, a saisi la chaîne importante, c'était la chaîne username, mais la chaîne password, il a saisi n'importe quoi. Là, on peut voir que l'accès ne nous a pas été autorisé, donc on se dit que ce formulaire d'authentification est sécurisé. Ça arrive parfois, en fait, on n'a pas une faille à tous les coups. Parfois, on tombe sur des formulaires qui sont bien sécurisés. Donc, on va se créer un compte, puisque les injections SQL ne font… Il te reconnaît même si tu n'es pas inscrit. C'est ça. Dans certains endroits, en fait, le formulaire d'authentification n'est pas protégé. Donc, en saisissant une chaîne de caractères particulière, il est possible d'interagir avec la base de données pour qu'elle nous donne accès à l'administration sans qu'on ait à saisir des identifiants valides. Quand on rend l'user, ça met son mot de passe. En fait, c'est juste une façon de court-circuiter une conditionnelle qui sert à vérifier l'authentification. En fait. Il a un caractère spécial. Et… en gros, pour faire simple, c'est que quand tu mets ça, en fait, généralement dans les requêtes SQL, les commentaires, tu peux les insérer avec des quotes. Enfin, tu dis, je mets ma requête get ici, qui va être le username. Tu l'insères directement, et du coup, toi, si tu mets une quote, en fait, ça va sortir ça va sortir de ta string que tu es en train d'écrire. Et du coup, après, il va lire, il va faire OK, donc si le nom d'utilisateur est égal à rien, ou quelque chose qui est toujours vrai. Donc quelque chose qui est faux et quelque chose qui est toujours vrai, c'est toujours vrai. Donc en gros, ça va dire OK, c'est toujours vrai. Et là, ça va te sortir la liste de tous les utilisateurs. Et il suffit juste qu'ils filtrent mal et ils disent OK, t'es le premier utilisateur. Et généralement, le premier utilisateur qu'on crée dans une base de données, c'est l'administrateur. Du coup, ça permet parfois d'obtenir un accès administrateur, même si on a saisi un mot de passe qui n'existe pas. Et quand vous faites votre test, vous utilisez des outils genre SQL Map pour… Parfois, ça nous arrive. Ça dépend, on se met d'accord avec le client parce que dans certains cas, le système est encore plus sensible que d'habitude. Mais en fait, la plupart du temps, on teste juste des motifs simples à la main pour voir comment le formulaire réagit avant de lancer un outil automatique. Parce que l'outil automatique, parfois il y a des faux positifs et parfois on le lance, mais il n'y a pas besoin de le lancer. Il suffit juste d'un motif vraiment basique pour pouvoir avoir accès. Et puis aussi, avec les outils automatiques, il peut y avoir des blocages de réseau si on voit trop de données. Et du coup,
coup, ça peut aussi poser des soucis juste parce que tu envoies trop de requêtes et ça te bloque l'accès après directement parce que voilà, c'est un blocage de réseau. Tout à fait. Donc là, Louis se crée un compte et un autre défaut qu'on teste, c'est la politique de mot de passe. Donc là, il essaye de mettre un seul mot de passe. Normalement, quand le site est bien fait, il vérifie la longueur du mot de passe et il vérifie si, quand il est encore mieux fait, si le mot de passe n'est pas présent dans une base de données de mots de passe par défaut, voir si l'utilisateur ne sait pas créer un compte avec password. Là, Louis a plus créé un compte, donc c'est un défaut qu'on note de manière supplémentaire, c'est qu'il y a un problème de gestion de la politique de mot de passe. Les utilisateurs peuvent se créer des mots de passe faibles, ce qui peut entraîner des problèmes après pour toute l'application. Donc maintenant que Louis est connecté, il va essayer de tester ce formulaire-là par rapport au file XSS. C'est un autre défaut qu'on avait testé. Donc un premier motif qu'on utilise, c'est qu'on va tenter d'insérer du code, un code tout simple qui va afficher, cette instruction permet d'afficher une petite pop-up, une petite fenêtre qui va s'afficher à l'utilisateur. Donc là, malheureusement, le code a bien été inséré comme il faut en bas, c'est-à-dire que la balise script n'a pas été enlevée, il a bien été inséré comme il faut, et en plus, il a bien été filtré à l'affichage de l'utilisateur. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de pop-up au milieu de l'écran, donc la XSS ne s'exécute pas. Mais quand on revient sur la page d'accueil, là, le filtrage a mal été fait, donc c'est-à-dire que le commentaire, il est censé s'afficher ici, et cette zone-là, en fait, a mal été codée par les développeurs, et donc n'a pas appliqué un filtrage sur les données qui proviennent de la base de données. Et là, on a effectivement une exécution de la petite pop-up qui s'affiche. Donc on sait qu'à cet endroit-là, il y a une faille XSS et donc on va essayer d'en tirer parti par la suite. Il faut se rappeler que cette zone-là, en fait, elle s'affiche à tous les utilisateurs qui se connectent au site, qui peuvent voir tous les commentaires. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, on essayait de faire exécuter la requête grand admin à un administrateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement saisir du code JavaScript qui va permettre de déclencher cette requête quand un administrateur affichera la page. Alors là, je vais juste recharger la page pour récupérer. Je vais juste recharger la page du coup pour juste récupérer l'ID de mon utilisateur. Voilà. Juste pour savoir lequel c'est, pour m'attribuer bien à moi le compte admin. Donc on a vu que le coucou bisou, c'était l'utilisateur qui correspondait à l'identifiant 7. Donc c'est ça qui va permettre à Louis de construire son code d'exploitation. Donc là, le défaut qu'on va exploiter, c'est la CSRF, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire exécuter une action à un administrateur sans qu'il s'en rende compte. On va saisir cette adresse, on va insérer en fait du code HTML qui correspond à l'affichage d'une image. Seulement, au lieu de préciser l'URL d'une image dans le champ source, on va préciser simplement l'appel à la page. Donc quand la page sera rechargée par le site, l'image sera chargée, mais au lieu d'une image, c'est cette requête-là qui sera exécutée. Petite question au passage. Oui. Si on bloque l'affichage des images sur le navigateur, ça ne fonctionne plus du coup ou pas? Ce type d'attaque? Parce que je sais que bloquer le JavaScript, ça permet déjà d'éviter un paquet de choses. Effectivement, bloquer le JavaScript, c'est une mesure contraignante, mais c'est une bonne mesure de sécurité. Là, j'avoue que c'est un petit peu une colle. J'imagine que le navigateur, quand il voit une balise image, ne pourra pas l'interpréter et choisira de ne pas exécuter la balise image. Il y a plusieurs autres méthodes. On pouvait directement mettre avec une balise script et effectuer les scripts, ou mettre un lien cliquable pour que l'utilisateur aille dessus, etc. Il n'y a pas qu'une seule méthode en fait. Également, là, on l'a mis dans le champ SRC, c'est-à-dire le champ qui permet d'appeler l'image. On aurait pu utiliser une autre propriété. Il y a eu la pop-up 1 qui s'est raffichée, ça veut tout cela, il n'y a rien eu de différent. Alors, il n'y a rien eu de différent, à part notre commentaire qui a été inséré ici. Et comme vous voyez, il y a une petite icône qui correspond à une image qui n'a pas été chargée. C'est normal puisqu'on a essayé de charger la page grandadmin.php qui n'est pas une image valide. Donc, le navigateur n'arrive pas à l'interpréter. Et pour l'instant, en fait, vu qu'on est connecté en tant qu'un utilisateur, l'utilisateur coucou bisou, qui est un utilisateur standard, cette requête-là au serveur, donc grandadmin.php, s'exécute avec les droits de l'utilisateur coucou bisou, un utilisateur standard. Ce n'est pas les droits d'un administrateur, donc on n'est pas encore devenu administrateur. Donc à ce stade-là, on n'est pas encore devenu administrateur. Donc là, en fait, on a juste à attendre qu'un administrateur, lui, se connecte et puisse exécuter cette requête avec ses bons privilèges. Donc là, c'est un administrateur qui s'est connecté.
et qui a chargé la requête qui correspond à cette image ici, donc qui ne s'affiche toujours pas correctement. Et donc la requête grandadmin.php a été effectuée, donc c'est-à-dire qu'elle a donné les droits administrateurs à l'utilisateur dont l'identifiant vaut 7, donc c'est-à-dire à Coucou Bisou. Et comme on peut le voir ici, Coucou Bisou est bien un administrateur maintenant de l'application. Donc nous maintenant on va essayer de se connecter et on va regarder les rubriques auxquelles on a accès, parce que dès qu'on découvre en fait une nouvelle partie du système d'information, donc là de l'application, on a des nouveaux privilèges, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont permises. Donc là on a effectivement un lien qui permet d'ajouter un produit avec un nom, une description. On pourrait tester effectivement les injections SQL ou les failles XSS. Là ce qu'on va tester c'est un autre défaut, c'est l'upload de fichiers. Donc là, on va sélectionner, ce formulaire-là est fait à la base pour permettre d'uploader une image. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va tester qu'est-ce qui se passe si on tente d'uploader un autre fichier. Donc là, on va uploader un shell, donc c'est-à-dire une interface d'administration pour le serveur, codée dans le langage du serveur. On a vu que le serveur utilise le langage PHP, donc on a récupéré ou codé nous-mêmes ce qu'on appelle un web shell en PHP, et on va essayer de l'uploader pour voir si le filtrage au niveau du formulaire d'upload est bien fait ou non. Donc là, on a la confirmation comme quoi le fichier a été uploadé. Donc c'est un défaut de sécurité, c'est-à-dire que les développeurs n'ont pas filtré les fichiers qu'il était possible d'uploader, ne les ont pas limités aux images. Donc on a été en mesure d'uploader un shell. Et comme vous allez le voir, donc, ce shell, en fait, c'est simplement un outil qui permet d'administrer le serveur. Donc qui permet d'avoir des informations plus précises sur les composants du serveur, qui permet donc de parcourir l'arborescence du serveur et même d'exécuter des lignes de commande comme si on était connecté en administrateur à un serveur Linux. Donc à partir de là, on peut regarder le code source du site et donc on peut voir tous les fichiers du site, notamment un fichier qui nous intéresse qui est dans le dossier include. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit par expérience. Dans le dossier include, on a le fichier config qui contient généralement des identifiants de connexion à la base de données. Et voilà, et c'est donc là on affiche avec 4 le contenu de ce fichier-là et on tombe sur des identifiants d'administration, de connexion à la base de données. Donc on peut ensuite retourner sur notre interface d'administration qui était accessible à tous les utilisateurs et saisir les identifiants qu'on a trouvés dans le fichier. Il vous faut combien de temps en moyenne pour arriver à passer ça? Parce que là vous l'avez fait en 5 minutes parce que vous connaissez le truc, mais... Tout à fait. Ça dépend vraiment. Il y a des missions où on n'arrive pas à trouver quelque chose au bout de la première journée ou même de la première journée. Des fois, au bout de la première demi-journée, on est déjà administrateur du serveur. Ça dépend vraiment en fait du niveau de sensibilisation des développeurs qui ont développé le projet et de la sensibilité à la sécurité de l'entreprise. Donc c'est vraiment aléatoire. Parfois on trouve rien avant 2 ou 3 jours, parfois on trouve des choses le matin même. Après, là aussi, on nous a montré des failles, on va dire, très classiques, faciles d'exploitation, mais des fois, il y a des petites protections qui ne sont pas forcément les plus optimales. Et du coup, ça demande un peu d'essayer de les bypass, de les contourner. Et ça peut être aussi un peu plus complexe à des moments, mais c'est aussi faisable. Et c'est pour ça que des fois, ça prend un peu plus de temps. Enfin, généralement, ça prend plus de temps. Et les sites aussi sont beaucoup plus complexes. Normalement, il n'y a pas juste un upload de fichiers et une connexion. Vous avez déjà vu tomber sur des sites que vous ne pouviez pas cliquer? Oui. Disons qu'on a trouvé des sites où on n'arrivait pas à arriver jusqu'à l'objectif, on n'arrivait pas à arriver administrateur par exemple. Par contre, on trouve toujours des choses, on trouve toujours des mauvaises configurations, mais des choses qui dans notre contexte ne sont pas exploitables. Par exemple, typiquement, on parlait au début des défauts liés au HTTPS, ça on les trouve régulièrement. On trouve aussi régulièrement des défauts une absence de configuration des entêtes de sécurité, c'est-à-dire des mécanismes qui pourraient être activés par le serveur pour protéger les utilisateurs, mais qui n'ont pas été faits. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exploiter, nous, dans le cadre d'un audit, mais on le signale à l'entreprise parce que c'est des protections qu'ils pourraient mettre en place sur leur système pour protéger leurs utilisateurs. Et dans ce sens, en fait, le rapport qu'on fait, ce n'est pas uniquement un rapport de test d'intrusion, où on va chercher à arriver à un objectif et si on n'y arrive pas, on dit c'est nickel, bravo, mais c'est également un audit puisqu'on présente en fait des points de configuration qu'on n'a pas réussi à exploiter dans ce contexte-là, mais qu'un attaquant dans un autre contexte pourrait exploiter. Et du moment qu'il y a un framework derrière, c'est compliqué de faire peut-être quoi que ce soit, non, genre un Symfony à jour ou des choses comme
ça complique. Et ça dépend, mais ça complique parce la que des tâche. fois, par exemple, les administrateurs laissent l'interface de dev. Du coup, enfin, tu accèdes à plus de données, tu peux avoir les mots de passe par défaut généralement. On trouve généralement des tests ou des admin. Je vous assure, ça arrive plus souvent que prévu. Et puis après, des fois, il y a toujours des petits trucs maison qui rajoutent. On a eu des Magento à un moment avec des petits paramètres où ça nous avait justement, c'était un peu un petit plugin maison qu'ils avaient fait et là-dedans il y avait une RCE qui avait permis de contourner tous les, enfin de pouvoir accéder sur le site. Donc, la solution dans ce qui aurait pu être un problème. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Quand on tombe sur un framework, quand on voit qu'un site utilise un framework, on se dit, oula, celui-là, il y a déjà un niveau de sécurité qui est supérieur à la moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien trouver. On arrive fréquemment à trouver des choses, même sur les sites qui utilisent un framework. Vous éditez plus des sites qui sont développés genre, dans un langage sans framework, ou vous tombez plus sur des sites qui sont quand même structurés avec un framework Je dirais beaucoup plus de sites sans framework. Ah ouais? Ça se fait toujours. Moitié-moitié. Oui, c'est vrai que si on rajoute les CMS, par exemple, si on rajoute Magento, si on rajoute WordPress, tous ces CMS-là, effectivement, on a beaucoup moins, enfin, c'est à peu près moitié-moitié. Si on parle juste de frameworks de développement comme Laravel ou comme Symfony, on en a quand même globalement assez peu. Après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de nos clients, c'est des gens qui découvrent la sécurité, qui n'ont pas forcément fait des audits par le passé, et donc des fois on tombe sur des systèmes qui sont très anciens, mais qui doivent quand même perdurer pour des raisons de legacy, d'héritage. Beaucoup d'utilisateurs utilisent encore les systèmes, donc c'est pour ça qu'ils le font auditer. Et ça leur coûte moins cher, paradoxalement, de faire un audit de sécurité plutôt que de redévelopper une nouvelle version du site. Du coup, ça nous arrive fréquemment de trouver des sites qui ont été développés à la main et qui sont très obsolètes. Faut juste l'ouvrir en bas, peut-être. T'as la souris juste à côté, si tu veux. Mais dans le cas, une question vous avez réussi à accéder à MySQL en route, Mhm. mais finalement vous n'êtes pas arrivé route du serveur. Non, dans ce cas précis, on n'est pas arrivé route du serveur. Effectivement, quand on avait accès au web shell, c'est-à-dire à la page d'administration toute jolie, on avait uniquement accès avec les droits du serveur, enfin du logiciel qui fait tourner le serveur web. Donc dans ce cas-là, c'était Apache. On aurait pu profiter, on aurait pu imaginer par exemple que la version d'Apache qui tournait sur le serveur n'était pas mise à jour correctement et donc contenait des failles publiques qui dans certains cas possèdent des codes d'exploitation publics et on aurait pu exploiter ces failles-là pour devenir administrateur du serveur. C'est effectivement un scénario qui aurait été tout à fait possible. Donc voilà pour la démo. On va terminer sur des préconisations pour vos projets, des préconisations d'ordre général. La chose la plus importante, c'est d'intégrer la sécurité dès le départ. Trop souvent, on a une bonne idée et on pense à comment la développer et on pense aux résultats, mais on n'intègre pas la sécurité dès le début du projet. Du coup, c'est une bonne chose d'intégrer la sécurité dès le début et non pas comme un vernis qui vient à la fin du projet. Un autre point, c'est d'utiliser des composants fiables. Donc on en parlait par exemple avec Symfony ou avec un CMS. Si on les maintient à jour, c'est-à-dire si on fait une veille en sécurité et qu'on maintient bien ces composants à jour, on a globalement moins de chances d'être affecté par des failles, disons simples et basiques comme on a exploité dans la démo. Donc c'est une bonne chose et c'est surtout vrai en tout ce qui concerne la gestion des mots de passe et le chiffrement. De ne pas chercher à redévelopper soi-même des choses qui ont déjà été développées, des composants, des modules, des librairies qui ont déjà été développés. Il y a souvent des gens meilleurs que nous qui ont réfléchi plus longtemps et qui ont fait quelque chose qui était bien plus au point. Donc c'est une bonne pratique d'utiliser des composants reconnus. D'utiliser un système de versionning, donc ça c'est plutôt une pratique d'organisation, mais ça permet en fait de bien structurer son code et bien structurer le travail avec ses collaborateurs. Il nous est arrivé de faire de l'assistance pour des sociétés, de l'assistance au code où on supervisait en fait la partie de sécurité du code et on voyait que les échanges, ça se faisait à base d'archives zip qui s'échangeaient entre les développeurs. Bon, ça ne s'est pas produit souvent, hein. C'est vraiment très rare, mais donc on le précise quand même, c'est une bonne pratique d'utiliser un système qui permette de gérer les différentes versions du code, les différentes versions et pouvoir voir ce qui a changé d'une version à l'autre et être sûr qu'on n'écrase pas les corrections qui ont été apportées par un autre développeur.
Donc on parlait d'autres développeurs. Effectivement, travailler à plusieurs sur un projet, généralement, ça donne plus de chances d'avoir quelque chose déjà qui est de qualité supérieure puisqu'on a deux avis différents. Nous, c'est l'approche qu'on privilégie à AlgoSecure. Quand on travaille sur un test d'intrusion, on est toujours deux pour avoir deux avis différents et une double approche. Et c'est aussi ce qu'on conseille dans les projets de développement. C'est une bonne chose de ne pas se lancer seul dedans et de travailler à plusieurs pour avoir des meilleures idées, pour avoir un avis différent. Toujours réfléchir à la manière dont un système pourrait être détourné. C'est-à-dire si vous voulez mettre un formulaire d'upload de fichiers pour que les utilisateurs puissent envoyer des photos, toujours vous demander qu'est-ce qu'un attaquant pourrait faire. Est-ce que s'il envoie des fichiers malveillants sur mon serveur, est-ce qu'il pourrait être en mesure de le faire? Si vous voulez fournir un système un panneau de connexion, est-ce qu'un utilisateur malveillant, est-ce qu'il pourrait tenter d'accéder à mes pages d'administration? Est-ce qu'elles sont bien protégées? Est-ce qu'il y a bien un contrôle d'accès? C'est quelque chose qui se prend avec l'habitude et qui est une bonne pratique. Toujours essayer de penser dans la peau d'un attaquant. Et enfin, on en parlait pour les composants, toujours faire une veille technologique. Donc, pas s'arrêter au développement d'un site une fois qu'on le livre au client, mais continuer à assurer de la veille par la suite. Si on utilise des composants, on liste les composants qu'on utilise et on s'inscrit, si possible, à des services qui permettent d'être alertés lorsqu'il y a des mises à jour qui sont faites sur ces composants, voire d'activer les mises à jour automatiques. Je sais que ça se fait sur WordPress, ça se fait peut-être aussi sur d'autres CMS comme Magento ou PrestaShop. Bien penser à appliquer les mises à jour automatiques pour être protégé automatiquement dès qu'il y a une faille qui est trouvée par les chercheurs. Et c'est tout. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des...